L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous le savez, on est fan dans cette émission de la destination Hong Kong. Rares en effet sont les endroits dans le monde qui réunissent autant de qualités touristiques, d'atouts de dépaysement urbain et naturel et de surprenantes découvertes que cette ville mondiale, cette région mondiale. Sur la carte, celle que l'on surnomme la Perle d'Orient est à 12 heures d'avion de Paris. Elle est seulement grande comme l'Île-de-France et est posée avec ses 7 millions d'habitants sur un rocher entouré de 260 îles paradisiaques. Donc une fois sur place, oubliez vos perspectives européennes. Nous sommes à la porte d'entrée de toute l'Asie. La vie ne cesse d'y bouillonner, celle de ses habitants bien sûr, dans un étonnant bien-être individuel et collectif, où l'espérance de vie d'ailleurs y est une des plus élevées du monde. Signe que tout s'y passe plutôt bien. Mais aussi la vie culturelle, celle des affaires, la vie nocturne, la nature. Ses rooftops sont légion, sa cuisine est partout délicieuse. La ville s'arpente à pied où rien, ni la plage ni la jungle, ne sont jamais loin depuis une bouche de métro. 40% de son territoire est constitué en parc naturel. C'est un paradis, on vous dit, pour randonneurs, une ville globale qui ne cesse de se réinventer. Alors donc oui, Hong Kong est une destination dynamique, énergisante et offre aux visiteurs cette harmonie réussie entre l'Orient et l'Occident que nos invités de ce soir vont vous faire partager et découvrir sous un autre angle, eux qui en sont tombés, alors là, mais vraiment littéralement amoureux. Ils continuent de l'aimer et vont nous faire partager dans cette émission leur passion pour Hong Kong la verte, la gastronome, la festive et tellement d'autres choses encore. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos trois amoureux de Hong Kong autour de cette table aujourd'hui sont Christophe Meiguel, qui est le directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Combien de fois à Hong Kong ? 32. 32 fois, très bien. Cyril Roux, directeur de l'agence Les Maisons du Voyage, département Asie. Cyril, bonjour. Bonjour Christophe. Combien de fois à Hong Kong ? Une trentaine. Une trentaine de fois. Et Jonathan Lee est expatrié français à Hong Kong depuis 7 ans. Et il nous fait l'amitié et le plaisir d'être au téléphone avec nous en direct depuis Hong Kong. Bonjour Jonathan. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Oui, c'est vrai, bonsoir, car il est 19h chez nous en France. Jonathan Lee, alors vous êtes expatrié français à Hong Kong depuis 7 ans. Vous êtes un amoureux de la ville. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour dire qu'aujourd'hui, vous ne pourriez plus vous passer de Hong Kong ? J'adore Hong Kong pour de multiples raisons, mais c'est surtout justement pour la diversité de tout ce que la ville peut offrir. Comme vous l'avez présenté, la région est vraiment magique. Elle dispose de nombreux atouts, tant naturels que culturels. Et ce que j'adore, c'est cette diversité, cette magie de pouvoir passer tout simplement une fin de semaine le matin à la plage, à faire du camping, aller à midi dans un restaurant Michelin étoilé ou même un restaurant plus simple. L'après-midi, aller voir un ballet au centre culturel de Hong Kong. Le soir, faire un dîner à la maison ou à la Belle Étoile. Et ensuite, le lendemain, pouvoir refaire ça le dimanche et ensuite reprendre le travail dans une grande entreprise le lundi, du lundi au vendredi, comme si de rien n'était, et ensuite vraiment avoir des week-ends magiques. Vous avez quel âge, Jonathan ? J'ai 32 ans. 32 ans, donc c'est un bel âge pour découvrir cette belle ville qui bouillonne en permanence. Christophe Meiguel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise que c'est une ville, c'est une région. Attention, hein. Oui, voilà. Reprenez-moi Christophe. Il faut être juste géographiquement. Et en tant que statut, Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine. Et en tant que tel, différents statuts vraiment uniques. Niveau géographique, bien sûr, c'est la ville qu'on connaît, mais c'est surtout une région très diversifiée. Incroyable. Comme on l'a dit, avec des montagnes, avec des littoraux magnifiques, des très belles plages, des îles, pour certaines désertes qu'on imagine vraiment dans des pays voisins, plutôt comme les Philippines ou la Thaïlande, mais qui sont aussi à Hong Kong. C'est vrai. Donc on ne pense pas forcément Hong Kong comme une ville, mais c'est surtout comme une région. Voilà, c'est vraiment une région avec une diversité paysages. vraiment unique, tout en étant sur un territoire relativement réduit qui fait un peu plus de 1100 km², à peu près 40 km par 30-35, pour avoir une meilleure idée. Donc on est en logement au centre-ville, en accessibilité directe avec des activités complètement folles et tout ce qu'on peut imaginer dans une destination touristique. Et on va en parler dans cette émission, c'est assez incroyable l'éclectisme qu'on y découvre. D'abord, on va en parler beaucoup avec Cyril de la gastronomie, parce que je sais que Cyril est un gastronome et il va nous parler de la cuisine savoureuse qu'on peut y trouver. Cyril, votre premier rendez-vous avec Hong Kong, c'était quand ? C'était il y a 32 combien ? Oh, c'était il y a plus de 35 ans maintenant. Ah oui ? Mais mon histoire avec Hong Kong a commencé bien avant. Et ce fut une histoire entre un jeune Français du sud de la France et une étudiante de Hong Kong. D'accord. Et donc ça a duré plusieurs années, parce que j'ai commencé à étudier le chinois au lycée, et j'ai fait un échange avec une jeune étudiante de Hong Kong. Donc pendant plusieurs années, j'ai découvert Hong Kong
par les histoires, par les récits que me faisait ma correspondante de Hong Kong qui vivait là-bas. Et est-ce que la première fois que vous avez vu Hong Kong, la magie a opéré tout de suite? Et est-ce qu'elle opère encore et sur quoi? Ah ben, elle a complètement opéré. Toujours. Le rêve, l'image que je m'en étais faite avant de partir et avant de mettre le pied la première fois il y a 35 ans, la réalité a dépassé la fiction et je suis tombé littéralement amoureux de Hong Kong et j'y retourne avec un immense plaisir depuis 35 ans et je ne cesse d'y retourner. et ce qui fait l'intérêt de Hong Kong, c'est justement cette diversité dont mes compagnons ont parlé, mais c'est aussi le fait que c'est une ville, une région qui se renouvelle en permanence. C'est ça. Il y a un bouillonnement et une réinvention permanente à tous les niveaux. Et total. Depuis 35 ans, j'ai vu des choses nouvelles, j'ai découvert des nouveaux quartiers, j'ai pu visiter de nouveaux musées et c'est ce qui attend tous nos auditeurs et tous les passagers français et européens qui voudraient se rendre sur place pour découvrir par eux-mêmes. Christophe Meigel, quelle est la physionomie de la ville? On pense évidemment à cette baie sublime, la baie de Hong Kong, le pic Victoria, qui est l'icône de la ville, mais est-ce qu'on doit oublier un peu cette forêt de gratte-ciel? C'est pas que ça, Hong Kong. Oui, c'est l'image d'Épinal, la carte postale qu'on imagine de Hong Kong, et elle est vraie. La baie Victoria est absolument magique, surtout de nuit, avec les gratte-ciels illuminés. On prend de la hauteur pour l'observer, mais c'est même pas 5% du territoire, effectivement. Depuis la baie Victoria, même, on voit les montagnes de part et d'autre, au nord de Kowloon et au sud de l'île de Hong Kong, qui séparent la ville des parcs naturels. Et quand on prend de la hauteur, on voit justement que plus de 60% du territoire est rural et 40% protégé dans des parcs naturels, et en tout, quasiment 261 îles. Dont on va dire 10 à 15 sont accessibles pour les visiteurs en ferry public. Donc des horizons vraiment très vastes à visiter et à découvrir et qui complètent l'identité de Hong Kong. On a bien sûr la ville ultra-moderne de gratte-ciel aux influences cosmopolites, mais on a également une culture profondément chinoise ancrée dans des siècles de tradition. On a des festivals traditionnels dans des petits villages de pêcheurs, par exemple, à juste 3 quarts d'heure du centre-ville. On a également des petits villages de pêcheurs qui vivent dans la tradition quotidienne à des années-lumière, on pense, de Hong Kong, et qui semblent être figés à 60-70 ans dans le passé. On a également des communautés agricoles, Hakka, du nord du territoire, qui, pareil, semblent venir de plusieurs siècles en arrière. Ils conservent leur mode de vie en cycle court qu'on préconise maintenant pour la gastronomie. On a beaucoup d'histoires et de paramètres de la culture multiple de Hong Kong à découvrir en prenant de la hauteur. Et de la culture asiatique. Et en s'ouvrant à la découverte. Et de culture asiatique également, effectivement. Hong Kong, c'est vraiment très cosmopolite et un melting pot de culture chinoise et asiatique. Et en plus mondial, avec des expatriés comme Jonathan. Comme Jonathan qui s'est expatrié là-bas, qui y vit depuis 7 ans. En préparant cette émission, Jonathan, vous m'avez dit, dans cette ville, tout est pratique. Expliquez à nos auditeurs ce que ça veut dire, tout est pratique, pour un jeune de 32 ans qui s'est installé à Hong Kong. Tout est pratique pour arriver dans la ville comme pour en sortir, pour voyager, pour se déplacer, pour sortir. On a de l'aéroport au centre-ville un Airport Express, donc un espèce de train qui peut nous emmener vraiment à l'aéroport en moins de 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Et au-delà de ça, le système de métro qui ne cesse de s'étendre dans toute la ville, mais aussi le train qui se déplace qui va à Shenzhen ou vers la région de la Grande Baie, peut nous permettre d'aller en 15 minutes à 1 heure de l'autre côté de la frontière. Et donc, tout est extrêmement rapide. Le métro est très propre, c'est moderne. Les taxis aussi coûtent vraiment extrêmement peu cher dans la ville, donc on peut se déplacer aussi dans les autres zones de la région de manière vraiment très rapide. Et à 15 minutes de chaque station de métro, on peut avoir la nature, on peut avoir la jungle, on peut avoir la plage, mais dans tous les cas, on a une eau bleue et c'est ça qui est magique dans la ville, c'est que dans la région, c'est qu'on peut vraiment se déplacer de manière très extrêmement rapide d'un point à l'autre. C'est très fluide. Ouais. C'est très fluide, c'est très facile pour les familles, c'est très facile en grand groupe aussi. Le service de minibus et de bus couvre vraiment tout le territoire. Donc c'est très simple. Très bien. On va marquer une pause, mes amis. On va retourner dans cette belle région qu'est Hong Kong dans un instant avec nos 3 invités amoureux de la destination. On va parler de gastronomie, de sécurité, de voyage et de tout ce qu'on peut faire à Hong Kong. À tout de suite.
L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Alors on est fan évidemment de cette destination depuis longtemps, mais là cette fois on en parle vraiment dans le détail. On va vraiment vous donner envie d'aller faire un petit stop à Hong Kong. 12 heures d'avion, hein, c'est bien ça, Christophe Megel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong, facile. En vol direct depuis Paris, oui. Vol direct depuis Paris. Cyril Roux est avec nous également, il est directeur de l'agence Les Maisons du Voyage, département Asie. Et Jonathan Lee, expatrié français à Hong Kong. Il est là-bas depuis 7 ans et il nous fait vivre son quotidien en nous parlant de cette fluidité, de ce côté pratique de la ville, ce côté festif. Alors, vous êtes jeune, moi aussi, Jonathan. Moi, j'adore les rooftops. Alors là, il paraît que c'est le paradis des rooftops, Hong Kong. Oui, il y a des rooftops dans toute la zone de Central, dans toute la zone de Wan Chai, même à Kowloon et encore plus loin. Il y a des terrasses sur quasiment tous les gratte-ciel, et y compris sur les gratte-ciel résidentiels ou sur les immeubles résidentiels. J'ai beaucoup d'amis qui ont des toits avec des vues resplendissantes ou des balcons qui donnent soit sur une vue urbaine, soit sur une vue nature, soit sur une vue mer. Donc les rooftops sont omniprésents en effet. C'est une ville hyper instagrammable, hein, hyper photogénique, hyper vidéogénique. Enfin, c'est une ville qui a toutes les qualités. Le coucher de soleil sont sublimes. Voilà. Est-ce que c'est une ville romantique, tiens, Christophe Megel, on peut dire ça? Ah oui, tout à fait. Hein on va casser une idée reçue. C'est une ville romantique. Oui, c'est une ville romantique. Un peu tous les clichés qu'on peut avoir dans les comédies romantiques, on peut les tourner à Hong Kong. On a des couchers de soleil absolument fabuleux sur la ville, depuis un bateau, en s'éloignant de la ville, en allant sur les plages aussi, main dans la main, coucher du soleil avec un petit cocktail. On a vraiment des activités pour se ressourcer, se retrouver en couple qui sont absolument extraordinaires. Si on veut échapper à l'agitation du centre-ville, on a justement les parcs naturels, les plages et les îles pour être que tous les deux. On a des très beaux hôtels un petit peu partout en ville justement pour nous accueillir avec des prestations de toute gamme, mais notamment pour les couples en voyage de noces, éventuellement. On a des prestations assez fabuleuses. Tous les budgets sont possibles. Oui, vraiment tous les budgets possibles, effectivement. Donc même pour ceux qui sont déjà allés, c'est pas juste en voyage de noces, justement. On a des prestations fabuleuses pour les voyages de noces, mais également des prestations très accessibles pour y aller encore et encore, un peu comme Cyril et moi, plus de 30 fois. On peut se permettre vraiment des hôtels très accessibles, très confortables et toujours très pratiques pour découvrir le territoire qui est lui-même l'essence de la destination. Vraiment les activités qu'on peut y faire, pour la plupart vraiment très accessibles. Cyril Roux, directeur de l'agence Les Maisons du Voyage, département Asie. Qu'est-ce que les gens qui poussent la porte de votre agence viennent chercher et qu'est-ce qui les amène chez vous pour aller à Hong Kong et qu'est-ce que vous leur dites? Alors ça peut être différentes choses. Ça peut être une escale, parce que Hong Kong est très très bien placé. On parlait de la fluidité sur place, mais Hong Kong est une plaque tournante au niveau aérien. On va où depuis Hong Kong? On peut aller partout en Asie, on peut aller en Australie, un petit peu plus loin, en Nouvelle-Zélande notamment, mais on peut aller très très facilement à Taïwan, on peut aller au Japon, on peut aller en Corée du Sud, on peut aller en Chine continentale, mais on peut aller aussi très très facilement aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande, donc partout en Asie du Sud-Est. Donc c'est vraiment une porte d'entrée très pratique pour aller découvrir partout. Exactement. Donc ça peut être dans un premier temps une escale. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que nos passagers ont profité d'un vol en escale. Et ils se disent, tiens, on va faire un stop à Hong Kong. Exactement. Mais est-ce que vous les incitez à dire, attendez, faites plus qu'un stop, parce que c'est quand même plus intéressant de rester quelques jours? Ou alors un stop de plusieurs jours. À plusieurs jours. Parce que souvent, ils nous disent, oui, on pourrait rester 1 ou 2 journées. Ah non. Et nous, on leur conseille de rester un minimum d'1 semaine. Bien sûr. Parce que, et c'est là où notre expertise va leur donner, je dirais, des arguments pour pouvoir rester plus longtemps. On va leur expliquer ce qu'il y a à voir à Hong Kong, ce qui a déjà été dit, toute la partie qu'ils vont pouvoir visiter en fonction aussi de leur centre d'intérêt, parce que c'est une destination qui correspond absolument à tout public. Ça peut être un public familial, ça peut être un public qui va aller rechercher la culture, ça peut être aussi un public qui est très intéressé par la gastronomie. Et il y a vraiment un public aussi, on en a parlé précédemment, qui est intéressé par la découverte de la nature et par de magnifiques randonnées. Donc il y a vraiment... on peut faire absolument de tout à Hong Kong. Et donc nous, en fonction de la demande et de la personne en face de nous, on va orienter la découverte de Hong Kong et on va proposer des activités qui vont correspondre à la demande. Et on va
leur suggérer justement de ne pas rester uniquement sur 1 ou 2 journées, comme ils le pensaient précédemment en entrant chez nous, et pour justement leur prouver que Hong Kong mérite beaucoup plus que 1 ou 2 journées, et que après on va étudier avec eux, on va leur organiser les activités correspondantes. Jonathan, vous qui êtes expatrié depuis 7 ans et qui est, je le sais, être un amoureux de l'art, est-ce qu'on peut dire qu'une ville comme Hong Kong est une ville incontournable quand on aime l'art et l'art contemporain, et pourquoi ? J'adore l'art à Hong Kong. C'est incroyable. En effet, au niveau des musées et la proposition d'offres culturelles qu'il y a à Hong Kong, c'est vraiment extrêmement diversifié. On a Spotlight, on a Spotlight, on a M+, on a énormément de troupes de théâtre qui viennent à Hong Kong, des troupes de théâtre françaises. On a des festivals de cinéma français, on a le French May, on a M+, qui est le plus grand musée d'art de toute l'Asie, qui a ouvert récemment dans la zone de West Kowloon, le bout de Kowloon, où il y a aussi des maisons de vente aux enchères comme Philips, mais plus loin on a aussi Sotheby's et Christie's qui viennent de renouveler leurs espaces dans Central et Admiralty. Et donc, je cite tous ces noms, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que Hong Kong a vraiment plus d'une dizaine de musées, tant d'art contemporain que d'art traditionnel chinois, que aussi de galeries d'art, de maisons de vente aux enchères. Et donc l'offre culturelle est extrêmement riche. On n'a pas une seule semaine sans exposition, sans vernissage, sans pièces de théâtre, sans œuvres de ballet au centre culturel, sans comédie ou sans film. Il y a une animation culturelle dynamique et sans cesse renouvelée. Vous êtes d'accord, Christophe ? Oui, tout à fait. En plus de cette Vous pouvez que être d'accord, de animation toute façon. Voilà. quasiment en permanence. Oui, mais je ne mens jamais. C'est très personnel comme affirmation, mais dans mon travail également. En plus de tout ça, qui est relativement permanent, on a toujours quelque chose effectivement la semaine qui vient. On a des gros événements artistiques en plus qui ont lieu à Hong Kong, dont Art Basel qui s'est installé à Hong Kong depuis quelques années maintenant. Ce sera fin mars prochain, 2025. Et on vient de confirmer un petit partenariat pour avoir un avant-goût de Art Basel Hong Kong à Paris, pour Art Basel Paris en octobre. On aura un petit café hongkongais traditionnel, accessible aux visiteurs d'Art Basel Paris. Donc on invite les Parisiens et les gens qui viendront à Paris pour Art Basel à venir nous visiter sur notre petit stand pour goûter des spécialités typiques des cafés hongkongais. Et bien sûr, se rendre à Hong Kong, notamment en mars, qui est le mois majeur des événements artistiques internationaux à Hong Kong. D'accord. Les endroits qu'a cité Jonathan, alors pour nos auditeurs, la physionomie de la ville, elle est par arrondissement, par quartier, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous conseillez dans un premier temps ? On arrive à Hong Kong, on va où ? Oui, c'est par nom de quartier. On n'a pas des arrondissements numérotés comme ici. Et chaque quartier... Vous avez dit vous êtes hongkongais, donc ça y est maintenant. Oui. C'est parti. Je suis parisiano-hongkongais à racine ch'ti, c'est très compliqué. Je suis un enfant du monde, on va dire. Mais oui, on a le quartier de Central, qui est le quartier emblématique de Hong Kong, avec les gratte-ciel, à ses pieds des monuments d'origine britannique, des petits marchés traditionnels chinois, des petites boutiques traditionnelles. Qui côtoie l'urbanité. Et les galeries d'art et le street art pour la partie artistique. Donc c'est vraiment on va dire une carte d'identité de Hong Kong en termes de quartier. En se baladant dans ce quartier, on a vraiment toutes les influences, on a vraiment un bon aperçu de ce que Hong Kong a à offrir en sens large. Et qu'est-ce qu'on appelle le pic ? Le pic, c'est sur la hauteur de Central, justement. On a une petite montagne qui fait à peu près 500 mètres d'altitude, mais elle part de la mer, donc elle a vraiment une allure de montagne sur laquelle on monte avec un funiculaire pour avoir une vue sur la baie, sur les gratte-ciels sublimes, notamment au coucher de soleil. Seul, en couple, en famille, peu importe. On l'apprécie avec des yeux écarquillés à chaque fois. Même les locaux, je pense qu'ils y retournent régulièrement. Jonathan, je pense que tu peux me confirmer. Il a dit ça oui. fait partie des mœurs. Et pour les connaisseurs, on peut y aller à pied. On peut monter à pied à travers une jungle. Donc, c'est génial. C'est une terre de randonneurs, Hong Kong. Oui. En une demi-heure, on peut monter, on peut faire l'ascension du pic, enfin des 500 mètres. Il y a plusieurs accès depuis tous les quartiers qui sont autour du pic, que ce soit de Kennedy Town à Central ou un peu plus vers l'est à Wan Chai. Et on traverse tout d'abord les gratte-ciel, puis le toit des gratte-ciel, les rooftops que vous adorez, et on arrive tout de suite dans une jungle avec quelques araignées géantes en hiver, en été. C'est que dalle. À distance. Mais c'est pas grand-chose. Mes amis, autour de cette table, il y a un volet qu'il faut qu'on aborde, c'est la sécurité. Est-ce qu'à Hong Kong, une femme seule peut se promener en toute sécurité tout le temps ?
Sans aucun problème. La sécurité est vraiment quelque chose que nos auditeurs nous demandent. Sur les destinations, est-ce que c'est calme? Est-ce qu'il n'y a pas d'incivilité? Est-ce qu'il n'y a pas de vol à l'arraché? Est-ce que la police est présente? En fait, la police est assez discrète, hein, Christophe, mais elle est partout. Et il y a une vraie sécurité dans la ville. Oui, on a un vrai sentiment de sécurité naturelle. En fait, on n'a même pas besoin de faire attention à quoi que ce soit. On se sent extrêmement bien en prenant les transports en commun, comme en marchant de jour et de nuit. Mais je pense que Jonathan peut corroborer parce qu'il est sur place tout le temps. Oui. Ben là, j'ai plein d'anecdotes. J'ai des amis qui ont perdu leurs affaires dans les minibus, dans des restaurants. On voit aussi parfois quand on marche dans la rue, sur des passages piétons, au niveau des feux rouges, des mouchoirs ou des parapluies qui sont posés à même le sol. Personne ne les prend. Personne ne les prend parce que les gens pensent que les personnes vont revenir et vont récupérer leurs affaires. Et de fait, les affaires ne bougent pas. D'accord. Donc on retrouve tout. On retrouve tout et les gens sont extrêmement serviables, extrêmement aimables dans les services de transport en commun. Donc la moindre chose perdue, même dans les taxis. Un taxi la dernière fois m'a dit « Ah, attention à votre portable ». Ce qui n'arriverait pas dans d'autres villes qu'on ne citera pas, bien sûr. Voilà. Mais à Hong Kong, on ne perd rien. Les gens sont aimables. Il n'y a pas de vol. Il y a vraiment rien. On réserve même des places dans des restaurants ou dans des food courts en posant nos téléphones. Je pose mon téléphone et mon portefeuille. Je pose tout, quoi. D'accord. Et on se retrouve 10 minutes après alors que j'ai tout perdu de vue. Hein. D'accord. Ouais, incroyable témoignage. Ça a réservé sa place avec son téléphone. Les espèces n'ont pas bougé. Ah oui. Les espèces n'ont pas bougé, ma carte n'a pas été piratée entre-temps, il n'y a même pas de protection particulière. Hein. Et puis il y a des caméras partout. Ok. Donc on se sent bien. D'accord. Oui, c'est une ville où c'est vrai que c'est une ville où on se sent bien. Les relations interpersonnelles sont moins électriques qu'ailleurs avec les Hongkongais. Oui, ils ont un respect des files d'attente, par exemple. Ça c'est pareil, on ne citera pas d'autres villes. Et dans les transports en commun, vraiment attendre son tour et monter respectueusement, laisser sa place aux personnes qui en ont besoin. Tout ça, c'est des évidences là-bas, qui ne sont pas forcément ailleurs et qui font extrêmement plaisir. On va marquer une pause, mes amis, on va continuer de parler de Hong Kong. Et cette fois, sous un volet que les auditeurs et auditrices attendent beaucoup, c'est la cuisine, la gastronomie, les saveurs. Qu'est-ce qu'on y mange? Et ça, je sais que Jonathan, Cyril et Christophe sont au taquet pour vous répondre là-dessus. À tout de suite. L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et avec nos 3 invités amoureux de la destination Hong Kong, puisqu'ils y sont allés plus d'une 30aine de fois chacun et que même Jonathan y habite depuis 7 ans. Jonathan, est-ce que vous repartiriez un jour facilement en France ou ailleurs? Est-ce que vous quitteriez Hong Kong facilement? Hong Kong a tellement à offrir, c'est difficile comme choix. Voilà. Bien sûr, s'il y a des opportunités incroyables ailleurs, pourquoi pas, mais Hong Kong est vraiment une ville très agréable et où il fait bon vivre. Donc on n'a pas envie de partir, on s'y fait des amis très facilement, les gens sont très ouverts d'esprit, c'est une ville qu'on ne quitte pas facilement. D'accord. Il y a un attachement puissant avec cette ville parce qu'il y a une multitude d'activités, un cosmopolitisme, une vie culturelle, on l'a vu, débordante. On a parlé aussi de la possibilité étonnante de faire des randonnées dans Hong Kong. La jungle n'est jamais loin, la mer n'est jamais loin, les plages sont sublimes et ne sont jamais loin d'une bouche de métro. On va parler un petit peu de la cuisine, Christophe Miguel. Je sais que vous êtes un fan de la cuisine hongkongaise. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois traditionnelle, délicieuse. Ouais. Du sud de la Chine principalement. Hong Kong est au sud de la Chine, dans la région cantonaise. Donc on a énormément de spécialités qu'on n'a pas l'habitude de manger ici, qui sont toutes... Un exemple. Pour point commun le goût, notamment les oies laquées mais à la cantonaise. C'est différent du laquage qu'on a ici, un goût différent. Vraiment à goûter. Les rôtisseries au sens large, les nouilles au ravioli wonton. Le Cyril, il a les yeux qui roulent. Oui, ça c'est pour les spécialités salées. Et après, beaucoup de spécialités sucrées, comme les petites tartelettes aux œufs hongkongaises, qui s'appellent egg tarts là-bas. Oui. Ou les gaufres, les bubble gaufres qui se répandent un peu partout en France. C'est originaire de Hong Kong et c'est bien meilleur là-bas. Il faut absolument y aller pour goûter. Et ça fait partie des choses qu'on goûte. Et ce que j'adore à Hong Kong, c'est qu'on peut manger à tous les moments de la journée. Des spécialités locales comme des spécialités du monde entier. D'accord. Les food courts, c'est quoi ? Les food courts, oui, c'est pas l'image qu'on en a dans les malls ici. Là, c'est ce qu'on appelle les cooked food centers. Cooked food centers. Voilà, ce sont des espèces de cantines, de restaurants qui accueillent vraiment toutes les communautés de Hong Kong, du businessman aux étudiants, aux écoliers, comme aux familles, qui se réunissent dans ces petits étals couverts.
mais des plats populaires et simples autour desquels ils se rassemblent pour des repas. Et c'est vraiment une expérience authentique d'immersion dans la population et de dégustation de gastronomie locale qu'on peut faire dans tous les quartiers de Hong Kong. Il faut juste penser à pousser les portes de ces cooked food centers qui sont visibles mais qui ne sont pas une évidence comme un visiteur, mais ça fait partie des expériences qu'on recommande. Absolument. Et dans les expériences que vous recommandez, Cyril Roux, directeur de l'agence Les Maisons du Voyage, département Asie, vous dites il ne faut pas hésiter à se perdre à Hong Kong. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par là. C'est une ville... Vous aimez bien vous perdre, vous? Ah mais complètement. Vous sortez d'un métro, puis vous dites tiens, je ne sais même pas où je suis, mais j'y vais. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on découvre des quartiers avec une identité spécifique. On découvre une vie quotidienne aussi qui n'est pas forcément familière pour des passagers français. C'est-à-dire qu'on a en effet ce qu'on a dit précédemment, une image de Hong Kong avec les grands buildings, avec cette baie magnifique, mais... Encore une fois, ce n'est pas que ça, et c'est beaucoup d'autres choses. Et notamment, ce sont des petits quartiers traditionnels où on peut aller acheter ses légumes, faire son marché tous les jours, son marché de produits frais. On peut, je dirais, prendre de magnifiques photos parce que on n'a pas l'habitude en France et en Europe de voir ce genre de choses. Et il faut se laisser porter par l'ambiance et se balader. Et comme on l'a dit, Hong Kong est une ville extrêmement sûre, donc il n'y a aucun problème à se perdre, parce qu'il y a toujours un métro pas loin, et si on ne trouve pas, eh bien on prendra un taxi, parce que là aussi il y a beaucoup de taxis. Et c'est comme ça qu'on va découvrir le visage du Hong Kong quotidien, et notamment dans la partie où il y a plus de population chinoise, et où là, moi, c'est la partie qui m'intéresse particulièrement. Qui est où géographiquement dans la ville ? Il y en a dans plusieurs endroits, mais c'est plutôt du côté du continent. C'est plutôt sur Tsim Sha Tsui ou les nouveaux territoires. Et là, on peut véritablement, très facilement, aller découvrir la vie quotidienne des habitants chinois de Hong Kong. Qu'est-ce qu'on appelle les nouveaux territoires ? C'est la partie qui est reliée à la Chine continentale. D'accord. Jonathan, est-il vrai que vous aussi, vous aimez vous perdre à Hong Kong et que vous aimez comme ça flâner ? Est-ce que c'est une ville où on flâne d'abord ? Oui, les quartiers sont propres. Enfin, il y a énormément de quartiers sur l'île de Hong Kong où on peut se balader facilement à pied, et même dans la partie de Kowloon, qui est la partie plus au nord de la baie de Victoria. On peut vraiment marcher d'un quartier à l'autre en flânant, en se baladant de manière insouciante. Et tout est intéressant à regarder, que ce soit en effet les restaurants de ravioles, les restaurants avec des paniers vapeur qui sortent de partout, comme les musées, les scènes urbaines de la vie quotidienne qu'on peut voir, les petits kiosques à journaux avec aussi des antiquités qu'on peut voir à Sheung Wan, ou le marché de chaussures, ou le marché aux plantes et le marché des fleurs à Prince Edward, qui est un quartier un tout petit peu plus au nord encore de Kowloon, de la baie de Victoria. Il y a énormément à voir. On se balade, on tourne dans un coin et on trouve le marché aux oiseaux, où il y a des oiseaux de toutes les couleurs suspendus dans des cages à vendre. Des espaces magnifiques avec des mosaïques partout art déco, et on a des bâtiments. Enfin, on a une superposition en fait de l'architecture moderne, de l'architecture ancienne, de l'architecture traditionnelle chinoise, qui est assez impressionnante. On va dans des quartiers comme Diamond Hill, où on a un temple entièrement doré avec 2 ponts rouges. De l'autre côté, on a une nonnerie en bois d'acajou, en bois d'ébène marron du XIIe siècle ou du XIIIe siècle. Et tout autour, on a des gratte-ciels. Et puis on a des bonsaïs, et on a des arbres taillés, on a un jardin de pierre. Et après, on a un centre commercial moderne avec avec toutes les marques que l'on peut imaginer du prêt-à-porter. D'accord. Christophe Meigel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong, pour corroborer ce que dit Jonathan, est-il vrai qu'on peut aller se perdre dans des temples dans la jungle et rencontrer des moines ? Oui, même en ville, partiellement également, un peu comme le couvent de Chilin dont parlait Jonathan. Le couvent de Chilin. Oui, c'est ça, on dit nunnery en anglais. Okay, ouais. On dit nunnery aussi, qui est magnifique. Mais on a également des temples un peu plus perdus, plus ou moins perdus, mais certains accessibles, comme sur l'île de Lantau. On a le Grand Bouddha, qui est une des icônes touristiques de Hong Kong. Qui est Alors ça, le Grand Bouddha, c'est un de vos incontournables. En téléphérique également, depuis la station de métro de Tung Chung, on prend le téléphérique, en 25 minutes, on est sur le haut plateau du Grand Bouddha. D'accord. À peu près 480 mètres d'altitude, avec des montagnes tout autour. Un très beau monastère qui est le monastère de Pauline.
et le grand Bouddha juste en face du monastère. Donc on peut participer aux prières traditionnelles bouddhistes, confucianistes, taoïstes du monastère de Pauline. Et également manger dans le restaurant végétarien de ce monastère. Alors ça, oui, Cyril me disait que Hong Kong, c'est le temple pour les végétariens. C'est la destination phare pour les végétariens. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tradition chinoise du légume. De légumes, et notamment pour certains pratiquants du bouddhisme qui respectent la vie humaine sous toutes ses formes. Et du coup, il y a cette tradition de créer des plats uniquement à base de légumes ou de produits non carnés et de faire en sorte qu'ils ressemblent à des plats carnés. Ah et oui, donc ça, c'est du une genre, par exemple, il y a un plat qui ressemble à du poulet. En fait, ils font avec des champignons. D'accord. Ils vont utiliser les champignons, et c'est vrai que c'est une très très bonne expérience. Justement, quand on se balade sur l'île de Lantau, quand on va visiter le Grand Bouddha, de profiter de l'occasion, vu que c'est juste à côté, et d'aller déjeuner et d'aller manger un repas complètement végétarien dans le monastère. D'accord. Jonathan, vos 3 incontournables à faire pour nos auditeurs qui nous écoutent, on va dire en plage, en randonnée et en sortie nocturne. En plage, j'adore la plage de Sheko, qui est vers le sud-est de l'île de Hong Kong, qui est accessible à peine 10 minutes en bus depuis la station de métro Shek Khae-Wan, et où on a des barbecues sur le côté et énormément de restaurants de thaï. Et donc on peut se prendre une petite noix de coco et profiter du sable fin dans une espèce de calanque comme en Corse. Donc ça, c'est magnifique. Ah, très bien. En restaurant, si je me rappelle bien du deuxième point. Oui, restaurant ou sortie ? Sortie du soir. Sortie nocturne. Sortie du soir. Oui, attention. Non, mais vers Central, il y a énormément de... Central. Non, un peu plus exotique, je dirais Cheung Chau. À Cheung Chau, sur l'île de Cheung Chau, qui est une île aussi accessible en une demi-heure depuis l'embarcadère de Central. On a donc Hong Kong Central, on a des petits restaurants de fruits de mer qui font des grillades de fruits de mer, et on peut se prendre aussi des mochis à la mangue, qui sont des espèces de petites sortes de ravioles sucrées de riz gluant, avec des morceaux de mangue fraîche à l'intérieur. Et ensuite, on peut aller faire de la peinture sur des cœurs qui vont ensuite s'accrocher sur un grillage. Donc, on a toute une partie de Cheung Chau assez artistique, donc c'est sympa. Et puis après, on peut se poser à la plage. D'accord. C'est une sortie plus de nature. Il y a une inventivité à vous écouter tous autour de cette table permanente dans la cuisine, dans la façon de vivre, dans la culture. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a c'est bouillonnant de dynamisme, cette ville, cette région. Oui, et de contraste. Aussi. De l'ancien, du traditionnel, du superstitieux comme de l'ultra-moderne, et de l'urbain comme du naturel. Le musée d'été, ça vaut le coup ? Oui, il y a le musée du thé, mais il y a énormément de musées. Le musée du cinéma ? Il y a le musée du cinéma aussi. Qui paraît-il extraordinaire. Extraordinaire, parce que Hong Kong aussi est très connu dans le monde pour son cinéma, absolument. Et qui se renouvelle en permanence. Il y a des grands classiques. Beaucoup de gens ont entendu parler de In the Mood for Love de Wong Kar-wai, mais qui a été un film assez iconique, mais il y a des petits réalisateurs. Et aujourd'hui, le cinéma de Hong Kong, je dirais que c'est plus sur le cinéma d'art et essai, sur des sujets de société, sur le vieillissement de la population, par exemple, mais c'est un cinéma en perpétuelle évolution, comme la ville, comme la région. C'est-à-dire qu'on peut aller à Hong Kong, justement, pour faire l'expérience du cinéma, de la cuisine, ce qu'on a dit, parce que nous, ce qu'on propose aussi et qui a beaucoup de succès de plus en plus, ce sont des découvertes gastronomiques. Ah oui, c'est ça. C'est devenu une destination touristique gastronomique, Hong Kong. Oui, et où on va tester dans certains quartiers, que ce soit sur l'île de Hong Kong ou sur la partie de Kowloon, où on va tester en 3-4 heures des petits restaurants. Et ça, c'est vrai qu'il faut connaître. Donc, on est accompagné avec un guide francophone ou anglophone et qui va vous expliquer, qui va vous faire goûter les différentes spécialités locales. J'étais tombé sur un témoignage où on me disait qu'il y avait 11 000 restaurants à peu près à Hong Kong, c'est à peu près ça, et que les Michelin étaient encore moins chers qu'en France. Complètement. Donc, il faut aller manger un Michelin à Hong Kong. Ça, c'est du dernier chic, je trouve, mes amis. Exactement. On va marquer une pause et on va se retrouver pour le dernier quart d'heure pour continuer à vous donner des envies et des conseils de voyage pour visiter cette magnifique région de l'Asie qu'est Hong Kong. À tout de suite.
L'Office de tourisme de Hong Kong présente Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous parlons de la destination Hong Kong que nous évoquons ce soir avec Christophe Megel, qui est directeur de l'Office du tourisme de Hong Kong, Cyril Roux, directeur de l'agence Les Maisons du Voyage, département Asie, à eux deux, ils y sont allés 30 fois chacun, donc plus de 60 fois on peut dire. Et Jonathan Lin est expatrié, français à Hong Kong, il a 32 ans et bien sûr il y travaille depuis 7 ans et il est content d'y travailler. Est-il vrai Jonathan que on voit la mer depuis tous les bureaux à Hong Kong? Oui. Pratiquement, on peut dire ça. En 7 ans, j'ai en 7 ans eu la chance de travailler de n'importe quel de bureau. Il y a toujours eu la mer en fond d'écran. Enfin, en fond d'écran. À travers les murs. À travers les vitres, que vous voyez forcément depuis vos bureaux. Parce que les gratte-ciel. De n'importe quel endroit, oui. C'est incroyable. De n'importe quel open space, et même en allant faire des visites d'entreprise ou en faisant des rendez-vous chez des clients, chez des partenaires, chez des fournisseurs, il y a toujours la mer. On voit toujours la mer. D'ailleurs, parlons de cette mer, Christophe Megel. Elle est bleue. Elle est bleue en plus, oui. Elle est bleue et donc elle est belle. C'est la belle bleue. Est-ce qu'on peut y faire facilement de la voile, des croisières? Est-ce que la mer est intégrée au paysage et au mode de vie hongkongais? Oui, il faut même inverser la problématique, c'est que la mer est la base de Hong Kong. C'est ça. C'est un village de pêcheurs au départ. C'est une culture qui s'est développée autour de la pêche, des villages de pêcheurs, effectivement, à la base. Avec l'arrivée des Britanniques, ça c'est... L'urbanisation a été rendue possible, mais également les transports qui permettent de rayonner maintenant sur tout le territoire, y compris en ferry. On en parlait plus tôt. Les ferries, les kaito permettent de rayonner sur tout le territoire. Et la mer est omniprésente. Le maillage des ferries permet d'aller un peu partout, d'île en île. Sur les îles principales, effectivement, et après les petits kaito et les espèces de bateaux-taxis ou autres permettent de rayonner sur le reste des îlots à visiter. On a vraiment des merveilles géologiques et naturelles à visiter à 1 heure, 1 heure et demie au maximum du centre-ville de Hong Kong. Des découvertes absolument fabuleuses à faire. Et est-ce que quand on est croisiériste ou qu'on aime la croisière, on peut trouver son bonheur dans des gros bateaux comme dans des petits bateaux plus traditionnels? Oui, voilà. On peut prendre des excursions pour aller d'île en île, notamment à Sai Kung, qui est le paradis naturel de Hong Kong au nord-est du territoire. On a vraiment des petits îlots, plages de sable blanc, eau turquoise qu'on imagine dans les plus belles destinations balnéaires à la base, même si Hong Kong n'est pas balnéaire. On n'a pas de resort pour les défigurer. Il faut y aller à la journée. Ça fait partie des critères de beauté. Mais Hong Kong est également, pour les amateurs de croisière, élu parmi les plus beaux ports d'arrivée. Arriver de nuit dans le cadre de la baie Victoria avec les gratte-ciel illuminés, avec son bateau de croisière, c'est assez unique. Ouais. Et il y a les plus grandes compagnies croisiéristes au monde, bien sûr, ne s'y trompent pas et font différents départs à Hong Kong ou via Hong Kong depuis les plus grandes destinations asiatiques, avec le Japon, la Corée du Sud, avec Singapour et les autres grosses destinations touristiques asiatiques à découvrir en croisière. Mais parmi les autres spécificités de Hong Kong, c'est que les groupes d'amis ou entreprises ou autres Jonathan pourra peut-être témoigner là-dessus, privatiser un bateau pour la journée, pour aller justement sur une île déserte ou sur une très belle plage, une crique, pour passer la journée. Mais Jonathan, il fait ça tous les week-ends, lui. Peut-être pas tous les week-ends, mais souvent, en effet, de mars à novembre. Même en décembre, on peut même louer les bateaux, puisqu'il fait encore 20 degrés, voire 25 degrés, donc on peut encore se baigner. Carrément. Oui, justement, Cyril Roux. Il fait souvent des Noëls chauds, ici. Parlons justement du moment où on peut aller voir visiter Hong Kong. Là, automne, c'est le parfait moment. C'est parfait. Printemps, maintenant, automne. Septembre, octobre, novembre, là, c'est top. Jusqu'au mois de décembre, mais même après décembre, janvier, février, on peut y aller. Il y a d'autres activités possibles. C'est très sympa, très agréable aussi d'y aller avant le Nouvel An. Absolument. Le Nouvel An chinois, parce que moi j'ai eu la chance d'y aller cette année juste avant le passage. Étonnant. Bah oui. Une fois de plus. Et c'était juste avant le passage à la nouvelle année du Dragon. Ah oui. Et donc il y avait énormément d'activités partout parce que les Chinois préparent ça avec ferveur, et donc il y avait beaucoup de stands dans les rues, dans les quartiers, dans les différents quartiers de Hong Kong où les gens allaient acheter du papier découpé pour décorer leur maison. Ils allaient acheter des orchidées parce que c'est une tradition aussi, des fleurs pour le passage à la nouvelle année. Donc ça aussi, ça peut être une très très bonne occasion pour découvrir Hong Kong différemment. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que printemps-automne sont les deux périodes les plus favorables pour toute visite de Hong Kong, mais on peut y aller après toute l'année. Christophe Megel, directeur de l'Office de tourisme de Hong Kong. On part à Hong Kong tous les deux. Vous m'emmenez faire quoi en premier, voir quoi en deuxième et s'amuser où en troisième? D'accord. Je vous emmène à la centrale, comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir vraiment l'essence en quelques heures. Là, on mange aussi bien la gastronomie locale que la street art, la culture locale, et on monte au Pic Victoria. Ouais. Voilà. En téléphérique ?
En funiculaire. Funiculaire, Mais je pardon. vous emmènerai à pied. Oui, Parce que à pied, c'est ma parce que je suis passion, un c'est grand plutôt de sportif. marcher. Ouais, c'est bien. Pour passer dans la jungle, justement, et puis passer de On passe dans la jungle quand on passe on de va... l'atmosphère urbaine à l'atmosphère naturelle, puis à D'accord. nouveau avec vue surplombant la partie urbaine. D'accord. En quelques minutes, c'est vraiment identitaire à Hong Kong et fabuleux. Mhm. Après, je vous emmène à la plage. Plage du Tchéco. Là, la plage, soit Repulse Bay ou South Bay, qui est un peu plus connue South Bay. des expatriés français au sud de l'île de Hong Kong, un peu plus tranquille, D'accord. avec la montagne derrière, très tranquille. Mhm. Et on finit, on prend un verre sur un rooftop, voilà pour la première journée. Mais le Parfait. lendemain, je vous emmène à Sai Le Kung. lendemain, on enchaîne. Je vous emmène à Sai Kung justement pour voir des paysages complètement différents. On dit souvent que c'est un peu la Bretagne en termes de physionomie Oui. naturelle. Pas trop d'arbres, mais c'est très vert, à la fois vert et bleu turquoise. Mhm. C'est des couleurs assez fabuleuses qu'on trouve en Bretagne quand il fait beau, ce qui est souvent le cas, contrairement à ce qu'on dit. Donc on peut Mais à dire Hong Kong- qu'il y a des coins de Hong Kong qui ressemblent à la Bretagne. Exactement, mais en plus exotique et plus chaud, effectivement, en général. Jonathan, Même si- il se moque. Même s'il a fait très chaud en Bretagne cet Non, il y été. a un côté Tahiti-Bretagne, oui, il y a un côté Ah oui. Morbihan. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, c'est marrant ça. Entre Tahiti et Morbihan, on retrouve un sens commun à Hong Kong entre les deux. Voilà. Pas mal. Mais disons même naturellement, on Une peut avoir des marinière, points de et c'est repère. Ouais. Jonathan, est-ce qu'on peut bruncher facilement à Hong Kong et où? Partout. Ouais. De toute façon, on même mange. dans le- En vous même- écoutant, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps à Hong Kong. On peut toujours manger tout le temps. Mais vers le nord-ouest de Hong Kong, il y a le Union Institute, ou Mhm. l'Institut Union, qui est un magnifique complexe de temples. Il y a même un monastère qui s'appelle Monastère Occidental, avec des temples qui surplombent toute la zone de Tsuen Wan. Et ici, il y a beaucoup de petits restaurants de ravioles à vapeur où le week-end, on peut vraiment manger avec une vue qui surplombe la canopée ou qui surplombe la jungle. D'accord. La jungle et à la fois la ville encore plus en contrebas. Donc on peut brancher en effet partout. Et si on veut brancher de manière occidentale, il y a énormément de restaurants sur l'île ou un peu partout, même à Kowloon, avec des plats plus internationaux. D'accord. Ou dans les grands hôtels. Aussi, très facilement, c'est vraiment facile à réserver. On peut aller dans des grands hôtels et il y en a partout de toutes les grandes chaînes internationales comme dans des boutiques qui proposent des brunchs à volonté assez incroyables. Est-ce que c'est une ville pour sportifs? Qui veut répondre? Ah oui. Oui, Jonathan. Je sais pas si c'était à moi que vous vous adressiez. Si, parce que je voyais nos deux camarades qui sont pas forcément des grands sportifs me regarder en disant si, Christophe, si, beaucoup plus. Mais Jonathan. Moi, je nage. Ouais. Je nage personnellement et il y a des piscines olympiques à côté de chaque station de métro, quasiment de Hong Kong, ou en tout cas une station sur deux de métro. Il y a toujours à proximité une piscine olympique. D'accord. Et Ah en bon plus de ça, en habitant sur l'île de Hong Kong, vers Causeway Bay, qui est un peu au milieu, jusqu'à Kennedy Town, on peut courir très facilement le long de l'eau. Parce qu'en fait, tout le quai a été aménagé pour les piétons. Et donc, c'est extrêmement agréable de faire du sport. Et ensuite, pour les plus téméraires, j'ai des amis qui font du trail running. Et donc, ils font de la course en montagne, donc la course à pied dans les montagnes, des ultramarathoniens qui s'entraînent souvent à Hong Kong avant d'aller faire l'Ultra Mont Blanc. D'accord. Donc, on peut tout faire. Et ensuite, il y a des terrains de basket un peu partout. Oui. Tout est possible. Et pour les amateurs de sport d'eau, il suffit de louer un bateau ou de prendre un petit cours de wake surf et Et hop. ça se fait en une demi-heure de partout. Il y a des cours de padel aussi, c'est la grande mode en France, le padel. Oui, il y a beaucoup de padel vers Lantau, vers Mui Wo, qui est le port qui est lié au ferry qui va à Central en 20 minutes. Donc on peut faire du paddle un peu partout et on peut faire du paddle aussi au sud de l'île. Comme c'est un énorme archipel, Hong Kong, l'eau est relativement... Ah oui, vous parlez paddle relativement la planche. Non, je plate parlais et calme. paddle raquette. Ah, je parlais du paddle, la Oui, planche flottante. j'ai bien compris. Non, mais c'est bien. Les deux sont bien et on peut le faire à Hong Kong de toute façon. Cyril Roux, à vous. Sûrement, oui, aussi, pour l'autre paddle tennis. Les trois sont bons. Cyril, votre top 3 à vous, des choses incontournables à faire à Hong Kong? Moi, c'est une visite culturelle et Vous, culturelle. architecturale dans un premier temps pour voir justement cette symbiose entre l'Occident, le style colonial britannique victorien et la Chine. Notamment du côté de Centrale. D'accord. Ensuite, après, je vous ferai prendre le ferry, le Star Ferry, parce que ça, c'est un moment absolument extraordinaire. Unique et singulier. Ah, complètement. C'est moi, je prends depuis 35 ans et je ne m'en lasse jamais. Il va où? Il va d'où à où? Il va entre l'île de Hong Kong, centrale, et il va de l'autre côté à Tsim Sha Tsui. D'accord.
donc sur la partie plus continentale. Et puis après, je vous ferai aller dans le quartier de San Shui Po pour une découverte gastronomique et architecturale également, où là, on est dans une partie un petit peu plus chinoise. Et après... le lendemain, je vous ferai aller sur l'île de Lantau et visiter le village de Tai O. C'est un petit village de pêcheurs, c'est surnommé la Venise chinoise de Hong Kong. Et c'est après la visite du Grand Bouddha, le déjeuner végétarien, une petite balade à la plage et dans un village traditionnel de pêcheurs. Vous nous avez donné envie, mes amis, d'aller visiter Hong Kong. Je ne vous dis pas, il faut absolument qu'on y aille dans l'année. Je pense que je vais y aller dans l'année. Il nous reste 45 secondes pour conclure. Jonathan, donnez-moi envie d'aller à Hong Kong. En 3 mots, Hong Kong, pour vous, c'est... Ça plaît à tout le monde. Voilà, très bien. Ça s'adapte facilement, c'est flexible. Flexible. Christophe, pareil. Pour le tourisme, ville, mer, montagne, donc un peu tout ce que les gens recherchent à son rythme, en toute liberté. Donc c'est absolument génial. Et Cyril? Ville totalement dépaysante et une fois qu'on y est allé, on ne peut plus s'en passer. Et on l'aime. Et on l'aime. Et on continue de l'aimer, c'est ça qui est bien. Exactement, parce qu'elle est en permanence, en mouvement et en changement. Mais c'est ça le secret de l'amour, c'est d'être surpris en permanence. Exactement. Je dis ça, je dis rien. Voilà, merci beaucoup mes amis pour cette belle émission sur Hong Kong. On se retrouve la semaine prochaine dans La Monde à découvrir ou La France à découvrir. À bientôt, salut. Sud Radio, Le Monde à découvrir, Christophe Gicquel. Avec l'Office de tourisme de Hong Kong.